Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire, le 12e Orange 5G Lab vous accueille ici à Toulouse. Effectivement, nous nous baladons un peu dans les Orange 5G Lab pour vous présenter des innovations, des technologies et puis des spécificités puisque les Orange 5G Lab ont chacun régionalement des spécificités en fonction des acteurs du territoire, des acteurs économiques qui vont nous partager ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et aujourd'hui, le sujet, c'est les Smart Mobility. On va comprendre, on va se poser la question, comment est-ce qu'on va se balader demain, comment est-ce qu'on va voyager, comment on va se transporter. Il y a beaucoup de questions qui vont se poser aujourd'hui. Quelles sont ces grandes transformations? C'est la première question qu'on peut se poser, parce qu'on entend beaucoup parler des Smart Mobility. Alors, voilà, en quoi ça va changer les choses? Quelles sont les transformations? Deuxièmement, comment les villes vont se transformer? Comment les infrastructures vont se développer? C'est une autre question qu'on va se poser. Et puis, la troisième question, c'est finalement quels sont les défis technologiques? Parce qu'ici, à l'Orange 5G Lab, on accueille des entreprises pour les accompagner sur leurs défis technologiques aussi. Et donc, ça va être un sujet important qu'on va partager tous ensemble. On va avoir la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup d'acteurs pertinents du territoire et pas que, vous allez voir, qui vont nous partager ce qu'ils vivent, leurs défis, les transformations qu'ils sont en train d'accompagner. On va avoir la chance d'avoir André Bottaro, qui est IoT Software Engineering Manager chez Orange ici à Toulouse. On va avoir Yves Lehenaf, qui est président et CEO de Kawantech. Rodolphe Thiboyot, qui est responsable des systèmes d'information et d'innovation de Keolis, qui est à Rennes pour le coup. Alors, on a le bonheur de l'avoir ici, il a fait le déplacement pour venir. Renaud Hanus, directeur technique de Actia. Et puis, on aura une petite virgule, on a eu la chance d'avoir aussi une personne du territoire qui crée des technologies incroyables. Il s'appelle Rémi Dangla. Il est Sales Manager de EasyMile. On va le découvrir dans cette première partie de l'émission. Mais avant tout ça, nous accueillons Stéphanie Cavaillès. Bonjour Stéphanie. Bonjour Romain et bonjour à toutes et à tous. Stéphanie, tu es directrice marketing et promotion de l'innovation chez Orange. J'ai une première question pour toi. Finalement, on parle du 5G Lab. Et encore une fois, merci à toutes les équipes qui nous ont accueillis ici. Et c'est un bonheur d'être là. Mais qu'est-ce que la 5G? Est-ce qu'on peut déjà se poser cette question-là? Bien sûr, Romain. Donc la 5G, c'est une évolution de nos réseaux qui est compatible et complémentaire avec les générations précédentes. Mais c'est surtout une révolution technologique qui va permettre l'arrivée de nouveaux usages. Fin de cette année, fin de 2023, on va assister à l'arrivée de la 5G SA, 5G Standalone, qui va apporter des performances accrues du réseau, tant sur le débit que sur le temps de réactivité du réseau. Typiquement, on aura aussi la possibilité de découper le réseau, ce qu'on appelle du network slicing, et de pouvoir répondre à des besoins critiques ou spécifiques en apportant des niveaux de sécurité différents. Et c'est typiquement grâce à ces évolutions du réseau, ces performances accrues, qu'on va pouvoir accueillir des nouveaux usages, et ce sur l'ensemble des verticales, que ce soit l'industrie 4.0, la e-santé, Smart Mobility, Smart City, etc. Et c'est typiquement pour ces raisons-là que nous avons lancé le programme des Orange 5G Lab sur l'ensemble de notre territoire français, mais également tout autour, on va dire, du monde, puisqu'on le verra un peu plus tard en Europe et aussi en zone Middle East Africa, pour être au plus près de nos territoires. Alors effectivement, dans ces territoires riches d'acteurs qui soulèvent des montagnes pour aller vers le futur, vers nos modes de mobilité, parce que c'est le sujet du jour. Et effectivement, dans ces lieux où on est aujourd'hui, l'Orange 5G Lab, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des Orange 5G Lab et puis ce qu'on y fait, et puis pour que les personnes qui nous regardent peut-être puissent demain être accueillies dans un tel lieu? Alors, tout d'abord, je tiens à préciser, Romain, comme tu le disais en introduction, que nous sommes à Toulouse, donc dans l'un des 17 Orange 5G Lab, qui a été inauguré il y a presque 2 ans et qui a déjà accueilli un certain nombre d'acteurs innovants sur le territoire. Et donc, c'est vraiment la première preuve, c'est d'être au cœur des territoires. On a mené depuis maintenant plus de 2 ans des études en France, mais aussi sur 3-4 autres pays européens, des études pour comprendre quelles étaient les attentes des entreprises par rapport à la 5G. Et sur la dernière étude qui date de janvier, 74% d'entre elles nous disent voir de vraies opportunités autour de la 5G. Et donc le programme des Orange 5G Lab, c'est de typiquement répondre aux entreprises dans l'adoption de la 5G grâce à de la pédagogie, de la démonstration et de l'expérimentation. On a construit ce programme pour répondre à 3 objectifs. Le premier, c'est de faire découvrir tous les bénéfices et l'impact de la 5G. Cette pédagogie était nécessaire, c'était la première réponse qu'on pouvait apporter. La deuxième, c'est de stimuler finalement l'innovation et la co-innovation dans les entreprises. Enfin, le troisième objectif, c'est de se dire qu'on veut accompagner les entreprises dans l'intégration de la 5G, ce que ça peut amener dans leur roadmap produit, dans les process d'organisation, et donc avoir cette réflexion un peu de projection grâce à l'introduction de la 5G.
Notre programme aujourd'hui propose 2 parcours. Le premier, c'est le parcours de découverte, où on a donc dans chaque Orange 5G Lab des showrooms dans lesquels vous allez retrouver un certain nombre de démonstrations qui sont en général issues de tout ce qu'on a pu déjà développer dans nos Orange 5G Lab. On va répondre à toutes les questions de nos visiteurs. Et puis, je rappelle qu'on a aussi un site web 5glab.orange.com où on peut retrouver l'ensemble des use cases qui ont été développés, l'ensemble de nos actualités. Les 11 replays, bientôt celui-ci en replay, donc nos 12 replays de tous les webinaires qui traitent, on va dire, de toutes les thématiques, l'industrie, l'événementiel, le gaming, etc. Et le tout en replay, bien évidemment. Deuxième parcours, le parcours d'expérimentation qui, lui, et c'est important, il est gratuit et sur mesure. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a une idée va nous contacter. D'ailleurs, vous avez une rubrique contact sur le site web, donc c'est la meilleure façon de venir à nous. On va étudier votre besoin, on va définir un parcours et on va mettre à disposition, dans le 5G Lab qui sera le plus proche de chez vous, un parcours avec de l'équipement 5G nécessaire, que ce soit du device, des routeurs, etc. Tout ce qui va bien. Et surtout, on mettra le réseau 5G actuel, mais surtout le réseau 5G de demain avec toutes les nouvelles fonctionnalités. Et enfin, on aura nos experts à vos côtés. Et ça, c'est une vraie belle preuve, on va dire, et un beau parcours qu'on peut vous proposer. Peut-être on peut donner quelques chiffres, Romain. Je crois qu'il y avait effectivement la carte avec l'ensemble de la proposition qui s'est affichée, si ce n'est pas déjà fait. Et donc là, la carte des 17, donc on en a 10 en France, intégrant la Réunion, et on en a 4 en Europe, donc Roumanie, Pologne, Belgique. On en ouvre un 5e à Iași, qui est une nouvelle ville en Roumanie, fin du mois. Et on en a 3 en MEA, donc au Sénégal, Côte d'Ivoire et Jordanie. Donc 17, bientôt 18 Orange 5G Lab qui sont à votre disposition au plus près des territoires. Quelques chiffres peut-être, Romain, pour dire effectivement que depuis 2 ans, on a accueilli 2400 entreprises sur l'ensemble des 17 5G Lab et 200 d'entre elles ont fait des parcours d'expérimentation avec un haut taux de satisfaction quand même, qu'on le signale. Voilà, et on a aujourd'hui cette chance de pouvoir capitaliser sur tout ce qu'on a découvert, le partager. Et j'aimerais d'ailleurs qu'on fasse une petite illustration de la collaboration entre nos sites, puisqu'on en a équipé certains d'entre eux avec la vitre, qui est un dispositif qui permet de pouvoir communiquer en temps réel, en personne. Donc on toque à la porte. Et là, typiquement, on voit l'équipe de Châtillon qui suit attentivement le webinaire et avec laquelle on pourrait très facilement faire un workshop, travailler sur un use case autour de la Smart Mobility, typiquement, faire une démonstration qui se trouve à Châtillon et qui pourrait ne pas se trouver à Toulouse, par exemple. C'est vraiment pour nous un excellent outil de ce qu'on appelle de la cross-fertilisation, collaboration entre les différents sites. Peut-être que Châtillon veut nous dire un mot. Alors, on ne va pas forcément les entendre. On ne va peut-être pas les entendre, mais peut-être qu'ils se déplacent, comme ça on voit bien que c'est vraiment une taille réelle. Donc, salut Jean, salut Christelle. Voilà, donc c'est toute l'équipe. Voilà. Merci beaucoup. Jean. Merci Jean. Donc vous allez les retrouver sur le site web, puisqu'on a mis des photos de toute l'équipe qui travaille activement sur ce programme. Et donc voilà, donc c'est ces outils-là qu'on met dans l'ensemble des 5G Lab pour collaborer, co-worker ensemble et surtout partager aussi des démonstrations. Oui, parce que chaque territoire étant spécifique, il y a aussi des cas d'usage qu'on va voir après, et donc ce besoin de se nourrir de ces cas d'usage et de s'entraider. Complètement. Bon. Absolument. Aujourd'hui, on parle beaucoup des Smart Mobility parce que nous sommes à Toulouse. Alors certains savent sans doute pourquoi nous sommes à Toulouse et nous parlons des Smart Mobility. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi nous sommes ici? Alors je vais rappeler quand même que tu es la régionale de l'étape. Mais pourquoi nous sommes à Toulouse? Pas que. Et pas que, évidemment. Bah justement, oui. Alors, pourquoi on est là aujourd'hui et pourquoi le sujet des Smart Mobility, c'est aussi important pour Orange? Alors, pour nous, les mobilités de demain ne se feront pas sans la 5G. Grâce finalement à la connectivité embarquée et au temps de traitement des données immédiat, on a des véhicules déjà intelligents. Et donc la 5G apporte et offre une latence réduite, le slicing dont je parlais tout à l'heure, de la communication machine to machine et permet finalement d'avoir un niveau de réactivité très important au niveau des véhicules, des utilisateurs et donc un niveau de sécurité accru. Donc aujourd'hui, on est à Toulouse, qui est au cœur du territoire de l'innovation de la Smart Mobility. On a déjà démarré cette collaboration avec les acteurs de la transformation qui œuvrent au quotidien pour trouver les usages de demain. Et d'ailleurs, on a déjà des projets amorcés avec certains
des personnes qui vont venir témoigner juste après moi. Vous allez avoir la chance d'avoir en première visibilité, on va dire, l'ensemble de ces témoignages. Et on a une vraie plateforme de recherche et de collaboration avec l'Autocampus qui va permettre du coup d'inventer une mobilité intelligente dans les prochains mois. Et donc c'est la raison pour laquelle on est à Toulouse. Merci Stéphanie. Merci Romain. C'était très clair. Merci beaucoup d'avoir débuté cette émission ensemble. Et puis écoute, je te souhaite tout le bonheur. Et puis évidemment, la prochaine, la 13e. On devrait faire un vote sur le site pour savoir s'il y a des thématiques qui sont souhaitées par les visiteurs. Alors avec grand plaisir. C'est vrai que si vous nous regardez et que là en direct, je parle pour ceux qui sont en replay, malheureusement vous pouvez envoyer un message à contact, mais si vous êtes là en direct avec nous, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire s'il y a effectivement des thématiques que vous souhaitez voir arriver sur ce webinaire, on serait ravis de les traiter. Donc effectivement, très bonne idée. Et bien effectivement, en commentaire, n'hésitez pas à nous mettre des petits messages. Parfait. Merci Stéphanie. Merci, très bon webinaire à tous. Merci beaucoup. Bientôt. Et on va débuter ensemble la première partie de la table ronde avec nos invités qui vont venir s'installer juste ici. Alors, ils arrivent. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir André Bottaro qui est sur ma gauche. Je le disais, IoT Software Engineering Manager d'Orange à Toulouse. Juste à côté de toi, tu as la chance d'avoir René Anus qui est directeur technique d'Actia. Alors évidemment, on va prendre le temps de découvrir chacun. Nous avons ensuite Rodolphe Thiboyot qui est donc responsable des systèmes d'information et innovation chez Keolis. Tu nous viens de Rennes. Bonjour à tous. Merci d'avoir fait le déplacement. Et puis on termine ce tour de table avec Yves Lehenaf. Tu es président et CEO de Kawantech. Merci messieurs. Alors c'est très masculin, je dois le signaler. Et on s'en excuse par avance. On a à chaque fois, quand on fait les castings, on essaye d'avoir une répartition. Mais bon, c'est un public masculin et nous ferons mieux la prochaine fois, je tiens à le signaler. André, pour commencer, du coup tu travailles chez Orange. Et effectivement, il y a un sujet nous, qui est important. On en parlait avec Stéphanie. Pourquoi est-ce que pour Orange, c'est important des smart mobility? C'est quoi ton regard dessus? Et toi qui travailles sur ce sujet, qu'est-ce qui te guide finalement au quotidien en travaillant sur ce sujet? Alors, notre enjeu à Orange, c'est bien sûr d'apporter des services de communication et de connectivité pour améliorer tous nos déplacements. Donc, on va les améliorer en termes d'optimalité, donc les temps de parcours, le confort. On veut des services plus propres, des déplacements plus propres. On va réduire les émissions de carbone. L'électrique va nous aider, mais il rajoute quelques contraintes. Et puis, on veut surtout des déplacements plus sûrs. Et je vais m'arrêter sur ce troisième volet parce que c'est ce qui nous anime le plus dans les Orange Labs et l'innovation, et l'Orange 5G Lab notamment. C'est un défi qui a une grande valeur sociétale. Aujourd'hui, nous sommes malheureusement habitués au fait qu'on a des milliers de morts par an sur nos routes. En France, 3 000 morts par an. En Europe, 25 000. Et dans le monde, plus d'1 million. Donc ce bilan est macabre. Et il s'avère même que voilà, l'Organisation mondiale de la santé affirme qu'aujourd'hui, avec le Covid qui s'estompe, ou son impact qui s'estompe, eh bien, on a à nouveau la voiture, enfin la circulation routière, qui devient le premier risque de mortalité au monde avant les maladies. Donc ça nous émeut, ça nous motive, et on est la cheville ouvrière d'un volet qu'a appelé l'Europe la vision zéro. Nous, on cherche cette vision zéro, donc zéro mort, zéro blessé sur les routes européennes à l'issue de 2050. Et alors, pour réussir à atteindre cet objectif, il y a un projet qui vous tient à cœur chez Orange avec quelques acteurs ici autour de la table qui participent, mais beaucoup d'autres, effectivement, c'est Autocampus qui se trouve à Toulouse. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots pour qu'on comprenne finalement ce passage entre une forme de promesse ou de vision et puis l'exécution, la preuve et l'expérimentation que vous menez au quotidien? Alors, Autocampus, c'est un terrain d'expérimentation qui se veut unique en France. Unique parce qu'on va pouvoir expérimenter le véhicule connecté autonome en milieu urbain dense et ouvert à la circulation réelle. Il est situé sur le campus universitaire Toulouse 3 Paul Sabatier, donc à Toulouse. C'est une ville dans la ville, puisque ce campus universitaire, il accueille 36 000 étudiants et personnels de l'université qui vivent au quotidien en heures ouvrées, en semaine, sur ce campus. Donc c'est une petite ville, et un campus universitaire, ça a deux atouts. Le premier, c'est que le réseau routier, il est à la main de l'université. Donc on peut avoir des expérimentations à façon, plutôt des
configuration routière à façon, grâce à l'université. Le deuxième atout, c'est qu'il y a déjà un réseau télécom en fait, sur l'université. Ils ont leur propre intranet et on peut mettre toutes les caméras et tous les capteurs sur cette infrastructure. Donc c'est vraiment un des meilleurs endroits en France où on pourra tester le véhicule autonome sur cet espace. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un programme qui est ouvert. Chaque industriel qui veut tester avec nous et chaque acteur académique peut aller sur le site web Autocampus nous contacter. On est ouvert à agrandir le panel d'industriels, d'académiques qui viennent travailler avec nous. Aujourd'hui, on a déjà Kawantech, on a EasyMile qui est aussi dans une vidéo de ce webinaire. Il y en a d'autres, et donc on peut en accueillir d'autres. Et puis, alors chaque projet, notre projet il est extensible, mais il y a déjà d'autres projets aussi qui ont leur propre acteur local qui finance. Nous, c'est la région Occitanie que je remercie aujourd'hui. Super, merci beaucoup pour ce partage. Alors on va revenir sur Autocampus, effectivement, grâce effectivement à Kawantech et puis aux différents acteurs, effectivement. Mais du coup, je propose de donner la parole à Rodolphe, Rodolphe Thiboyot. Donc vous travaillez chez Keolis. Donc Keolis, acteur du transport, pour être très large, à Rennes. Des mobilités. Et ça m'intéressait de comprendre, vous, comment vous percevez finalement ces smart mobility, parce que vous mettez en place déjà des expérimentations avec vos bus, hein, c'est ça ? Oui. On a par exemple en ce moment sur la métropole rennaise une expérimentation en cours, alors avec le concours de l'Orange 5G Lab à Rennais. Et comme je le rappelait Stéphanie Cavaillès, c'est réellement une collaboration hyper intéressante avec l'Orange 5G Lab. Au-delà de l'acculturation finalement, donc, qui a été nécessaire auprès des équipes, il y a des vraies séances d'idéation aussi qui ont permis finalement de trouver les solutions techniques, mais pas que, pour mettre en œuvre cette expérimentation. Alors, pour la faire simple, dans l'hyper-centre-ville de la métropole rennaise, il y a une navette qui effectue un parcours en boucle avec des arrêts matérialisés qui permettent l'accès aux personnes à mobilité réduite. Mais au-delà de ces accès matérialisés, en fait, c'est la possibilité de monter ou de descendre à la demande. Et pour pouvoir monter et descendre à la demande, on offre à nos usagers la possibilité de géolocaliser finement la navette à travers l'application Star qui permet de suivre finalement l'ensemble de l'offre et des parcours de la mobilité urbaine rennaise. Et pour avoir cette géolocalisation fine, les navettes plus exactement sont équipées en effet de modems 5G GPS. C'est une première étape dans la connectivité 5G et puis bien évidemment vont venir se greffer d'autres usages, d'autres technologies, mais en s'appuyant là encore sur un matériel unique. Elle est équipée de ce fameux modem 5G et on va pouvoir y greffer prochainement une solution de mesure de trafic, d'audience finalement, en temps réel de la navette pour offrir là encore aux usagers la possibilité de voir si elle est chargée, pas chargée, s'il y a de la place assise ou pas, et puis analyser pour nous aussi évidemment où se situent les fameuses montées et descentes à la demande pour être dans une analyse fine en effet de l'usage qui est fait de cette navette. Donc aujourd'hui, cette navette, effectivement, permet un certain nombre d'usages supplémentaires et puis effectivement, vous projetez d'autres usages dans le futur. Donc ce n'est finalement une plateforme d'innovation pour la suite et pour grandir. Là où la métropole a une position intéressante, c'est de dire finalement cette navette, on va pouvoir s'en servir comme une sorte de laboratoire vivant en fait et y expérimenter des solutions pertinentes que l'on pourra potentiellement déployer sur un réseau et un parc de bus plus conséquent si les résultats sont satisfaisants. Merci beaucoup Rodolphe pour ce partage. Je vous propose du coup qu'on regarde une interview qu'on a réalisée il y a quelques jours avec Rémi Dangla. Rémi travaille, donc il est Sales Manager chez EasyMile. On va du coup pouvoir reparler d'Autocampus de cette manière puisque finalement eux aussi ils mettent en œuvre des bus qui parcourent cet Autocampus connectés en 5G pour pouvoir développer des nouvelles mobilités sur ce terrain d'expérimentation. Je propose qu'on l'écoute. On est une société toulousaine spécialisée dans les solutions de mobilité autonome. Donc on fait plutôt la partie logicielle qui permet de rendre un véhicule autonome et on crée des partenariats avec des constructeurs de véhicules pour co-développer ensemble des solutions autonomes.
soit sur le transport de personnes, soit sur le transport de biens. On mène en ce moment une expérimentation donc avec Autocampus sur le site de l'Université Paul Sabatier à Toulouse. Et donc le but est de pouvoir tester un véhicule autonome dans un environnement donc de campus universitaire avec une partie de route ouverte à la circulation publique et une partie sur un périmètre un peu plus maîtrisé et fermé. Chez EasyMile, on travaille exclusivement sur le niveau 4 d'autonomie. Donc les niveaux d'autonomie d'un véhicule sont notés entre 0 et 5. Au niveau 5, on a le Graal des constructeurs automobiles qui est un véhicule 100% autonome dans toutes les situations. Nous, on travaille exclusivement sur le niveau 4 où on a un véhicule qui est 100% autonome mais exclusivement dans un environnement connu. Donc on travaille sur une technologie où les circuits sont pré-cartographiés. Donc on vient d'abord déployer le véhicule, on enregistre l'environnement autour de nous et on vient reproduire une trajectoire et ensuite on vient s'adapter à l'environnement selon les véhicules qui sont autour de nous. Donc la technologie en elle-même, on se base sur une multitude de capteurs. Donc on a des lidars, on commence à travailler aussi sur des radars, on a de la caméra. Et donc on utilise tous ces différents capteurs pour pouvoir les fusionner et pouvoir s'adapter à l'environnement dans lequel on va circuler. Il faut savoir que pour des raisons, donc aujourd'hui principalement de sécurité, la majorité de l'intelligence du véhicule, elle est embarquée dans celui-ci. Par contre, si on n'a personne à l'intérieur du véhicule, pas de conducteur, il y a quand même toujours un humain dans la boucle. Et donc cet humain, en fait, il se trouve dans un centre de supervision, comme on peut avoir dans un métro automatisé. Et donc l'importance de la 5G pour nous, ça va être plutôt entre le véhicule et la supervision, puisqu'on veut être sûr que le superviseur a toutes les informations à sa disposition s'il doit intervenir sur le véhicule. Et donc on a un besoin d'avoir une bande passante importante et garantie, puisqu'on parle souvent de flux vidéo qui sont très conséquents, et on a un besoin très important de maîtriser la latence pour être sûr que le superviseur il a la bonne information et qu'il voit vraiment ce qu'il se passe dans le véhicule si on doit lui demander d'intervenir sur celui-ci. Pour nous, la vision à 5-10 ans du véhicule autonome, ça restera ces véhicules, on va dire, de niveau 4. Donc, ils vont être des véhicules qui vont être plutôt destinés donc au transport public, à la mobilité du premier et dernier kilomètre, plutôt que le véhicule particulier qui nécessite des scénarios très complexe puisqu'on doit traiter tous les sujets. Donc on va avoir pour nous d'ici 5 à 10 ans beaucoup plus de véhicules automatisés pour venir compléter l'offre de transport public existante et permettre d'amener les gens du pas de leur porte à la première station de métro et ensuite de la station de métro jusqu'à leur entreprise. C'est typiquement le cas d'usage qui va se développer dans les prochaines années. De retour à l'Orange 5G Lab de Toulouse et je vous propose tout de suite d'écouter Yves. Yves Lehena, vous êtes président et CEO de Kawantech. Vous menez des expérimentations aussi sur Autocampus. Tout est lié dans cette émission, c'est quand même bien fait. Avec Kawantech, qu'est-ce que vous faites et comment on pourrait résumer finalement les technologies que vous développez aujourd'hui ? Alors nous, on s'est spécialisé non pas sur la mobilité elle-même, le mobile, mais sur l'infrastructure qui accompagne la mobilité pour la rendre plus sûre, plus efficace, plus confortable. Et on a travaillé à rendre intelligent le lampadaire. Il est présent au-dessus de vous à chaque fois que vous sortez dehors. Et ce lampadaire, un peu comme un téléphone, un smartphone à l'époque, il devient, on appelle ça smart lighting. Il s'enrichit de nouveaux services. Et le premier service, c'est d'abord d'être plus économe, d'être plus propre, d'être plus économique. Et on a développé, on est le plus gros vendeur en Europe de ce type de capteur qui, aujourd'hui, sur un luminaire, est capable d'analyser ce qui se passe en dessous. Et le capteur peut faire la différence entre des piétons, des voitures, des vélos. Et il change la puissance pour apporter juste ce qu'il faut au bon usager. Donc les voitures en éclairent peu, parce qu'ils ont des phares. Mais quand il y a des piétons, on éclaire, ce qui fait que la zone est bien visible pour un conducteur qui voit qu'il se passe quelque chose. Et aujourd'hui, ce qui intéresse la sécurité routière principalement, c'est ce qu'on appelle les vulnérables. Si on développe des voitures autonomes, si un accident apparaît à 30 km/h entre deux véhicules, ça ne passera pas grand-chose. 30 km/h avec un vélo, c'est gênant. Donc on s'intéresse à protéger les gens qui peuvent être blessés.
Et donc, mieux les voir, c'est d'abord le premier rôle. Et un capteur intelligent permet déjà de diviser par 3 la consommation d'un luminaire LED. C'est-à-dire que si je prends un luminaire LED de base, comme on le voit dans les villes aujourd'hui, où il y a seulement 30% des villes équipées en luminaire LED, mais ces luminaires-là, quand on les rend intelligents, ils consomment 2 à 3 fois moins. Voilà. Et c'est des choses où, grâce à la communication cellulaire... Du coup, un détecteur, c'est ça? Alors ça, c'est la version vraiment de base. Okay. La version, on va voir tout à l'heure, on parlera des versions plus évoluées, mais aujourd'hui, il y a des villes où 80% des luminaires, dans certaines villes du Tarn avec qui on travaille, on a développé un programme particulier où on a même une société commune avec le département, une société d'économie mixte, public-privé. C'est des systèmes cellulaires où ça, on n'aurait pas pu le faire il y a quelques années. Il y a des cartes SIM dématérialisées et ça nous permet de connecter des luminaires pour des longues durées de vie avec des services qui sont connectables partout en France. Et en un quart de tour, un luminaire, avec ça, divise par 2 sa consommation pendant 10 ans. Voilà. Un quart de tour et on divise par 2 la consommation. Donc ces technologies connectées nous permettent aujourd'hui, de manière extrêmement simple, sur un connecteur standard sur tous les nouveaux luminaires vendus depuis 2 ans, on peut tous les équiper de ça. C'est assez impressionnant. Alors, donc, vous parlez du Tarbes, il y a aussi Paris, je crois, où vous avez des expérimentations. Il y a Paris, donc aujourd'hui, le principal expérimentation de Paris en éclairage public, c'est nous. On a tout un pan du 15e arrondissement qui abaisse l'éclairage, qui met un éclairage un peu jaune la nuit pour protéger la biodiversité et les insectes. Et en même temps, les 3/4 de ces lampadaires analysent les mouvements des voitures pour gérer le parking. Donc il y a un mécanisme où la ville de Paris, qu'on avait accompagné depuis 2017, qui a gagné un prix grâce à nos produits en 2018 de ville efficiente énergétiquement, elle a modifié les lois sur l'usage de systèmes intelligents et du contrôle d'éclairage en 2019. Et donc on a des projets comme ça qui avancent et maintenant on généralise le système. Il y a eu un budget, 1/6 de la consommation d'éclairage public de Paris doit être réduite grâce à ça. Très impressionnant, bravo. On parle effectivement beaucoup là des infrastructures, mais on va aussi parler des véhicules avec Renaud Hanus. Vous êtes du coup directeur technique de Actia. Vous êtes un local aussi, vous êtes aussi à Toulouse. Alors, vous parlez de calculateur télématique. Alors, je vous avoue, quand vous m'avez parlé de ça, en préparant l'émission, je me suis dit, pouvez-vous en ramener un? Et donc, vous travaillez particulièrement, alors pas sur les véhicules du particulier, mais plutôt sur les camions, sur l'agriculture, sur le chantier. Alors, expliquez-nous ce qu'est déjà un calculateur télématique et dans quel contexte on en aurait besoin. Donc le calculateur télématique, j'en ai amené un également, comme ça on voit un petit peu la matière. C'est relativement simple, hein, c'est l'objet qui permettra de rendre le véhicule communicant. Donc, alors mettez-le un peu plus haut pour qu'on le voit bien la caméra, voilà. Super, génial. Voilà, donc c'est simple mais important, parce que sans ça, il n'y a pas de communication possible entre l'infrastructure et le véhicule. Donc techniquement, c'est très proche d'un smartphone en fait. Hein. C'est exactement ce qu'on retrouve dans un smartphone, de toute la communication sans fil, donc cellulaire, Wi-Fi, Bluetooth, enfin tous les modes de communication. Et un gros cœur d'exécution, un gros cœur micro, pour pouvoir faire tourner bien entendu les applications, après les nouveaux services qui seront développés pour les véhicules. Il n'y a pas d'interface en machine, c'est la différence. Après ça, c'est déporté dans le cockpit, bien entendu. Et après, toutes les communications avec l'infrastructure, l'architecture électrique du véhicule, donc bus Ethernet, bus CAN. Voilà. Donc, Actia, comme tu le disais, est un équipementier de rang 1. Donc, on ne travaille pas sur les véhicules légers, mais plutôt sur le transport de marchandises, transport public. Machine de chantier, donc machine agricole, donc c'est une perspective un peu particulière par rapport aux usages. Hein. Nous, ce qu'on fournit, c'est surtout une plateforme d'exécution. Ça veut dire qu'en fait, les applications, c'est les OEM, enfin les fabricants de véhicules eux-mêmes, hein, qui vont développer leurs services sur notre hardware, puisque ça, c'est vraiment leur métier. On en parlera après. En fait, aussi, là, c'est la transformation du business model des fabricants de véhicules qui ne vont pas simplement vendre des biens, mais aussi qui essayent de rentrer dans le domaine du service, hein, qui est extrêmement important. Alors, rendre des véhicules communicants, c'est pas nouveau. Hein, je veux dire, nous, entre les premiers produits qu'on a installés, on a un client de longue date, d'ailleurs, avec lesquels on a fait un workshop chez Orange, donc il n'y a pas très longtemps. Hein. On a développé leur première plateforme télématique il y a plus de 20 ans.
Et donc, on a fait évoluer. Donc, on est passé par la 2G, l'Edge, 3G, 4G, 4G LTE Advance, et maintenant, bien entendu, nouvelle génération. Et d'ailleurs, c'était pour ça qu'on était venu travailler avec Orange, pour bien préparer l'introduction de la 5G donc sur les véhicules. Effectivement, parce que les usages changent et donc effectivement les constructeurs vont au fur et à mesure intégrer la 5G pour toutes les questions qu'on a abordées et puis sur cet usage qui est spécifique finalement aussi sur les poids lourds, le chantier, l'agriculture, où là il va y avoir aussi beaucoup d'usages qu'on va développer. Mais ça effectivement, on en parlera juste après. Merci pour cette introduction en tout cas. On a, je crois, assez bien compris ce que vous faites chacun ou les points d'attention que vous avez sur ce sujet. Du coup, alors je vous propose un petit sondage pour ceux qui nous regardent. Le sondage, c'est dans combien de temps souhaitez-vous mettre en place la 5G? Est-ce que c'est dès le premier semestre, là, c'est-à-dire dès maintenant en 2023, plutôt à partir de septembre ou plutôt plus tard en 2023 ou 2024? Donc ça nous intéresse de savoir un petit peu votre relation avec la 5G, savoir quand est-ce que vous voulez la mettre en œuvre et surtout si effectivement il y a des cas d'usage que vous souhaitez développer. Et donc je vous réinvite une nouvelle fois pour vous dire qu'à Toulouse, il y a un 5G Lab et donc vous êtes les bienvenus. Et évidemment, Stéphanie le disait, si vous voulez avoir plus d'informations, le site internet c'est 5glab.orange.com. N'hésitez pas, il y a beaucoup d'informations sur ce site internet, mais restez avec nous parce qu'on va aborder tout de suite la deuxième partie de cette table ronde. Et effectivement, dans cette deuxième partie, on va plutôt parler des grandes transformations du marché. On va essayer de comprendre finalement quels sont les grands enjeux. On a pu déjà percevoir certains éléments quand on a abordé vos sujets d'expérimentation, parce que tout de suite, effectivement, on parle assez vite du futur, de l'avenir, de qu'est-ce qu'on va mettre en place demain, mais déjà, essayons de comprendre un peu les grandes transformations. On l'a vu, la 5G n'est pas encore généralisée partout, et André, je te regarde parce que du coup, la question va être destinée. Quand on parle des mobilités aujourd'hui, est-ce que ça semble essentiel, vous qui, avec l'Orange 5G Lab, mais pas que, vous travaillez avec des industriels locaux, quelle est la place de la 5G? Qu'est-ce qu'on vous partage finalement quand on vous parle de la 5G et comment vous ressentez cette technologie auprès de ces acteurs? Alors, la 5G, elle est complémentaire à d'autres technologies. On a parlé de véhicules autonomes, par exemple. Donc, l'autonomie des véhicules, on le voit, par exemple, sur les autoroutes. Maintenant, dans certains modèles de véhicules haut de gamme, vous pouvez effectivement lâcher le volant et puis voir le véhicule autonome vous conduire. Il y a, alors, l'autoroute, c'est un milieu plutôt facile finalement pour une intelligence artificielle. Il suffit de suivre des bandes blanches et puis de réguler sa vitesse par rapport à l'entourage et puis la voiture qui est devant. Les milieux comme la ville, le milieu urbain dense, et ce qu'on adresse dans Autocampus, notamment à Toulouse, c'est un milieu beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui, on n'a pas d'intelligence artificielle qui peut aller dans un endroit nouveau, sans l'avoir préparé auparavant avec une navette de nos partenaires, être conduit de façon autonome dans la ville. Donc ce qui manque aujourd'hui aux véhicules autonomes, c'est une vision plus globale que ce qu'elle peut avoir avec ses propres capteurs et caméras embarqués. Rodolphe l'a dit, aujourd'hui, l'intelligence et puis la captation, elle est embarquée. Et ces véhicules qui sont bardés de ces caméras et de ces capteurs, en fait, ils ont la limitation de leurs propres capteurs, c'est-à-dire les obstacles qui vont limiter leur vision. Donc ce qu'on apporte avec la 5G, c'est cette vision globale qui leur manque. La voiture autonome, elle a besoin de savoir ce qui se passe immédiatement après le tournant qui se présente. Elle a besoin de voir où elle peut manquer, et elle a besoin de voir les enfants qui vont traverser alors qu'ils sont derrière un véhicule et l'arrière du véhicule n'est pas visible, etc. Donc pour amener cette vision globale, en fait, on peut équiper aussi le mobilier urbain et en fait toute l'infrastructure routière. Alors ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais on peut effectivement avoir des caméras, des capteurs sur les lampadaires connectés comme l'a dit Yves, comme sur d'autres mobiliers urbains. Et tout cela, ça va apporter justement cette vision globale qui manque. Alors sur Autocampus, avec les partenaires, on se dit tiens, mais de quoi on a besoin? On a besoin d'un système de communication de bout en bout, depuis la captation de données, là on est sur une ville, donc depuis le mobilier urbain, jusqu'à l'envoi d'une recommandation ou d'alerte aux usagers. Donc les usagers vulnérables, là on parle des piétons, des cyclistes, des usagers de trottinettes et d'autres véhicules sans carrosserie en tout genre, ces véhicules-là, voilà, ils vont avoir besoin d'alertes et d'avoir une vision augmentée. Donc on va augmenter ces usagers. Et puis les usagers automobiles aussi vont avoir besoin de ces recommandations.
Eux, c'est plus des recommandations de trajectoire et de régulation de vitesse. Et la voiture autonome, si on se projette encore plus loin, elle va prendre pratiquement des ordres, des recommandations. Elle pourra même les exécuter, si elle le veut bien, puisqu'elle garde le contrôle, pour être à sur la trajectoire avec le meilleur confort, à la meilleure allure, pour éviter toute collision. Donc en fait, l'idée, c'est, dis-moi si je me trompe, mais c'est vraiment de se dire que aujourd'hui et de plus en plus demain, on va avoir des véhicules qui vont communiquer entre eux, des véhicules qui communiquent avec les infrastructures, des piétons qui communiquent avec l'infrastructure via des datas qui seront récoltées par des... Enfin bref, et finalement, il y a un besoin de plateforme presque agnostique pour que tout le monde arrive à discuter entre eux. Voilà, c'est un peu ça? Qu'est-ce qu'apporte la 5G? Donc, pour faire cette communication, déjà, et puis pour que ce soit transformé, ces données soient transformées en une recommandation ou une alerte intelligible par le système ou l'usager en face, il faut qu'il y ait du traitement, donc il faut en plus distribuer de l'intelligence et des capacités de calcul dans l'environnement. Donc, on a besoin d'une infrastructure de communication. Alors, déjà, même sans parler de la 5G, on a besoin de ce dont tu parles, c'est-à-dire déjà une norme interopérable qui fait interopérable tous ces acteurs, quel que soit l'opérateur, quels que soient les constructeurs automobiles, quels que soient les appareils que détiennent les usagers. Donc ça, c'est dans nos gènes. Nous, opérateurs, on va vous fournir, bien sûr, la 4G ou la 5G, et on est déjà interopérable by design, par essence. Voilà. Et au-delà de la radio, on a normalisé avec les acteurs automobiles, depuis une dizaine d'années, tous les types de messages que peuvent s'envoyer les usagers avec les véhicules avec l'infrastructure, et la communication entre tous ces éléments. Ça s'appelle V2X en anglais, Vehicle to Everything. En français, le véhicule vers tous les éléments, tous les usagers. Voilà. Donc déjà, on apporte l'interopérabilité. Et en 4G, on peut déjà le faire. Donc c'est déjà une première étape. Et là, le service qui parle à tout le monde, c'est Alors, je vais indiquer le nom d'une application qui n'est pas la nôtre, Waze, que tout le monde connaît. Et on parle de Waze 2.0, puisque grâce à ce format, tous les véhicules, tous les usagers vont pouvoir automatiquement envoyer des informations en temps réel au bon endroit, mieux que ne le font la petite communauté sur Waze qui vous envoie des données éparses et pas toujours au bon endroit, pas toujours fiables, etc. Donc on pourra voir à court terme, effectivement, beaucoup plus de données bien plus fiables en temps réel, envoyées directement par les automobiles. L'automobile qui va voir que la route est glissante quelque part, qui va voir les obstacles qui sont sur le bas-côté, qui va voir les bouchons, etc. Donc ça, c'est le premier. Après, la 5G, ce qu'elle apporte vraiment, mais là, on est un peu plus dans le futur, c'est cette capacité de calcul dont on a besoin. Parce que là, je vous parle d'énormément de données, vraiment beaucoup de données, de milliards d'objets, et on ne va pas tout concentrer dans le cloud, on n'en a pas besoin. Donc on va répartir l'infrastructure dans des serveurs de bord de route ou des serveurs qui vont être au plus près des zones, plutôt des zones de danger. Donc ça s'appelle le edge computing avec la 5G, donc apporter les capacités de calcul et de communication en bord de route. Quand je dis apporter les capacités de communication, c'est aussi les serveurs, les cœurs de réseau. Aujourd'hui, quand vous utilisez Internet, en fait, à partir d'une mobile, vous avez de la signalisation qui passe par un cœur de réseau au milieu de la France. Et donc votre donnée, elle traverse des centaines de kilomètres, parfois des milliers. Avec le edge computing demain, le serveur, il n'est pas loin. Donc votre communication, elle a une latence très faible. On va chercher la milliseconde. Et vous comprenez que dans le futur, si on veut réagir à des situations à risque, de façon très rapide, la milliseconde, elle va devenir indispensable. Aujourd'hui, elle ne l'est pas, mais elle va progressivement le devenir. Et dernier volet, si vous voulez garantir une latence faible, milliseconde, avec une bonne qualité de service, et Rémi l'a dit sur la vidéo, il a besoin de qualité de service, être sûr de ses communications en temps et en heure. Cette fiabilité, on va vous la procurer avec un nom barbare qui s'appelle le slicing. Slicing en anglais, c'est trancher. Donc on va faire des tranches de réseau, des tranches qui vont être priorisées pour la sécurité routière, des tranches qui vont être moins prioritaires, mais on va vous permettre le streaming vidéo pour que vos enfants soient calmes à l'arrière de votre voiture, etc. Donc c'est ça qu'apportent les réseaux mobiles, et donc la 5G, c'est l'interopérabilité, V2X, le edge computing, la milliseconde et le slicing. Donc,
que de révolution sur cette Comme l'a 5G. dit Stéphanie, c'est révolutionnaire et ça va pas se faire tout de suite. Non, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, on se projette déjà sur des usages demain, mais je voudrais me retourner vers Yves parce que effectivement, dans ce que tu dis, André, on comprend très bien que finalement, il va y avoir un sujet sur les infrastructures. Que les véhicules entre eux vont pas pouvoir simplement discuter entre eux, qu'il y a une infrastructure réseau qui est essentielle, et puis surtout que les villes vont devoir être partie prenante finalement dans les discussions que vous allez avoir. Tu parlais tout à l'heure finalement de Paris et puis d'autres villes qui ont été moteurs, je ne sais pas, mais en tout cas qui ont été un acteur, un partenaire dans l'expérimentation et demain peut-être la généralisation des technologies que vous avez. Finalement, est-ce que toutes les villes aujourd'hui, quand vous venez avec votre petit boîtier pour expliquer ce que vous faites, est-ce que toutes les villes comprennent, est-ce que toutes les villes ont un intérêt, où vous en êtes aujourd'hui sur presque la maturité, la maturité dans le dialogue, dans la conversation avec ces villes? Où en sont ces villes pour mettre en place finalement ces infrastructures et les sujets dont parlait André? Alors, on a des contextes très disparates suivant les villes et suivant les territoires sur lesquels on travaille. On a eu un phénomène dans une entreprise comme nous qui était au départ une start-up, qui a maintenant plus d'une dizaine d'années, mais où on a fait d'innovation avec des métropoles, avec des groupes d'innovation. Et puis on s'est retrouvé un peu limité pour développer ça en termes d'application de masse, c'est-à-dire accessible à tout le monde. C'était de la vitrine, mais pas plus. Et on s'est rendu compte que les métropoles ont beaucoup de projets d'innovation, mais en revanche, chaque projet est fermé, autonome. Nous, ce qui nous a intéressé, c'était démocratiser ça. On s'est rendu compte que, vraiment étape par étape, en apportant des services publics pour l'éclairage qui parlait à tout le monde, c'est réduire la facture d'énergie de chaque Français. La sécurité, ça concerne tout le monde. Et en s'intéressant à ça, on a séparé la partie métropole innovation de la partie innovation sur les territoires. C'est-à-dire toutes les villes en dessous de 100 000 habitants, elles ont un mode de fonctionnement qui n'est pas le même que les métropoles, qui ont vraiment une direction innovation. Et ce que l'on voit, c'est que aujourd'hui, on génère les 9/10 de nos chiffres d'affaires sur des villes de moins de 100 000 habitants. Et les métropoles sont dans des phases où on va vers ces technologies-là. La ville de Paris avait voulu mettre en place du V2X dès le départ, dès qu'on a fourni ces solutions-là. Il y a 10 protocoles informatiques et 1 an et demi de R&D informatique pure pour connecter le luminaire avec la cybersécurité. Et donc, on sépare une partie innovation où, globalement, le véhicule, nous, en tant que PME, on est disruptif sans l'être. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un écosystème parce qu'on parle de choses très complexes et très vastes. Le cas d'Easymiles qui disait la navette circule dans un environnement qui est digitalisé, qu'elle connaît avant de rentrer. Notre travail à nous, c'est de faire ça en continu. C'est faire ce Waze-là, mais on le fait aussi. Donc il y a Autocampus, il y a Paris to Connect, on travaille ensemble avec Orange en plein Paris, gare d'Austerlitz, sur le carrefour le plus dangereux de Paris, entre le pont Charles de Gaulle et puis les quais d'Austerlitz. Et là, 10 fois par seconde, on envoie toutes les trajectoires des piétons, des vélos, des trottinettes et des voitures à la plateforme Orange, qui en quelques millisecondes analyse ça et le redispatche à tous les systèmes qui en ont besoin. Et un usage qu'il y a eu, qui était très intéressant et qui est symptomatique de ces échanges et de collaboration, un usage qui s'est développé, c'est pour les malvoyants. Ils ont des petits boîtiers qui les localisent précisément, et quand ils traversent la rue, en fait, ces petits boîtiers ont parfois 1 ou 2 mètres d'erreur de positionnement. Le malvoyant qui a des fils de trottinettes et de vélos qui maintenant électriques, qui vont à des vitesses et qui pèsent de plus en plus lourd, quand il va traverser, on lui dit que le feu est rouge dans son système. Oui, mais en fait, c'est pas grave que le feu soit rouge, il y a quand même des vélos et des trottinettes. Donc, le dispositif qu'Orange a mis en place récupère les données de nos capteurs qui analysent les mouvements des piétons, des vélos, de l'ensemble, agrège tout ça, leur dispatch à la RATP, qui est partenaire du système et qui exploite ces données-là, qui a une navette autonome à cet endroit-là. Et donc, tous les systèmes s'interconnectent en 5G et ont une latence réduite. Et on a donc les métropoles qui développent ça pour les véhicules autonomes et avec des usages connexes, avec des messages, comme disait tout à l'heure André, des protocoles qui ont mis des années à développer. Et donc, une PME comme nous, on ne va pas les inventer. Donc, Orange, aujourd'hui, connecte quasiment tous les constructeurs automobiles en Europe et sert d'agrégateur. Donc, nous, on génère une donnée qui est agrégée, redispatchée à tous les usagers, avec un tiers de confiance, donc privacy, tout ce qui est RGPD. Moi, mon capteur, il génère une donnée que je n'exploite pas. Et ça sera pareil pour tous les fournisseurs de capteurs de ce type-là. Donc, il y a les métropoles qui, du coup, développent une compétence RGPD, sécurité, véhicules connectés. Et là, les malvoyants, on leur dit avant de traverser, d'abord, on les relocalise. C'est-à-dire que le capteur est capable de leur dire
à 50 cm près, non, t'es là et non là. Du coup, il sait que s'il traverse, il y a des vélos, trottinettes, il va attendre. Donc le vulnérable est protégé, or qu'il n'y a pas de véhicule. Donc le premier usage de la plateforme, on va dire mobilité véhicule d'Orange là-dessus, aujourd'hui, c'est les malvoyants qui sont vraiment sécurisés. Et dans les petites villes, en revanche, on est plus sur des usages, on va parler d'ODA numérique, c'est-à-dire que si une voiture arrive dans une ville et puis qu'il y a une zone d'école, il est 16 heures, on va forcer les véhicules à ralentir, les véhicules intelligents vont être forcés de ralentir, et donc il n'y a pas besoin de faire des dodanes et de faire des travaux de voirie. Voilà. À 2 heures du matin, se taper 3 dodanes devant une école, je ne suis pas sûr que ce soit hyper pertinent en termes de consommation d'énergie. Ça réveille. Mais on accélère, on freine, on consomme. Ouais, voilà. okay. Donc il y a 2 usages. C'est les petites communes ont des usages spécifiques où cette intelligence va arriver sur des endroits sensibles. Et il faut qu'elle soit flexible et interopérable. Et les métropoles, qui sont plus sur des choses qui sont très évoluées en technologie. Mais là, il faut des plateformes très évoluées. Et c'est intéressant ce que tu disais, Yves, parce que finalement, on se rend compte qu'un acteur qui développe des capteurs ne peut pas travailler sans, finalement, Orange, entre guillemets, mais pour transmettre, pour partager cette data, et puis pour l'interpréter. Rodolphe, chez Keolis, c'est vrai que moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que la 5G a changé dans votre expérimentation, qu'est-ce qu'elle vous permet de faire en plus, et puis, on l'a un peu abordé sur la première partie de la table ronde, mais qu'est-ce qu'elle va vous permettre de faire demain, finalement? Comment elle vous projette comme une plateforme d'expérimentation aussi pour demain? Ça ouvre le champ du possible. On l'a vu, il y a une accélération exponentielle de l'aspect technologique qui se traduit aussi par des dispositifs maintenant sur lesquels on peut s'appuyer. On parle depuis un certain nombre d'années de l'enchantement du parcours client. C'est particulièrement l'enchantement du parcours usager en termes de mobilité. Mais on va pouvoir en effet multiplier les cas d'usage. Alors soit à destination en effet des usagers à proprement parler. On en a parlé pendant la première séquence de l'émission avec la géolocalisation temps réel finalement des matériels roulants. Donc de mon bus, je sais précisément où il est positionné sur une carte. Alors ça, on sait déjà le faire, mais en fait c'est l'addition des cas d'usage qui va nécessiter finalement d'avoir des débits et de la sécurité tout autre. On l'a dit aussi tout à l'heure, c'est la mesure d'affluence finalement qui permettra de donner une visibilité du taux de charge du bus, mais c'est des aspects sécuritaires aussi, avec tous les matériels roulants, que ce soit des métros ou les bus, intègrent des caméras de vidéosurveillance, mais qui ne sont pas connectés en live finalement, qui enregistrent. Mais demain, on pourrait en effet imaginer, et on l'a fait dans le cadre d'expérimentation, là encore, pour déclencher une vision de temps réel de ce qui se passe à bord, pour garantir la sécurité, alors à la fois de nos agents de conduite, mais aussi évidemment des voyageurs. On sent bien que finalement, je l'ai dit plusieurs fois, tiens, on a expérimenté, oui, mais en fait on vient additionner souvent des systèmes, des solutions qui viennent aussi additionner les matériels embarqués. Un bus, ça peut représenter entre 2 à 9 modems embarqués pour gérer justement différents cas d'usage. L'idée, c'est de verser probablement la donne et de se dire, mais non, partons du postulat que grâce à la 5G, le bus est un bus online, finalement, avec un mono-équipement, finalement, un routeur 5G, multi-SIM, multi-opérateur, malgré tout, multi-VPN, qui permettra, en effet, d'une manière claire et sécuritaire, de partager des usages et d'offrir, en effet, des bandes passantes suffisantes aux industriels et aux sociétés qui développent des solutions innovantes à développer et intégrer à bord. Mais finalement, on se pose la question, nous aussi, de se dire, mais et sous ces bus qui sillonnent les villes, finalement, comme les lampadaires, on le voit bien aujourd'hui, qui tout d'un coup, on en invente de nouveaux usages. Le lampadaire, il ne sert plus qu'à éclairer finalement la voie publique, il est collecteur de données. Et bien finalement, un bus, on collecte déjà beaucoup de données, mais pour de la télémaintenance, pour bref, des données qui sont liées à l'exploitation. Mais demain, un bus, il peut aussi collecter des données sur la voirie, la qualité de la chaussée, les ornières, les fissures dans la chaussée, la hauteur des trottoirs. On a des calculateurs d'itinéraire pour les personnes à mobilité réduite qui prennent en compte la topologie du terrain, la hauteur des trottoirs, les passages piétons, tout ça, comment on les cartographie, comment on vient les repérer. Mais on pourrait collecter des données sur la taille des arbres pour le service d'espace vert, les poubelles mal rangées, les voitures mal garées. Demain, les zones à faible émission dans les villes, on saurait aussi analyser les véhicules qui se trouvent dans ces zones-là et peut-être se poser la question de savoir si c'est logique qu'ils y soient ou pas. Donc beaucoup d'usages. On parle souvent, nous, de priorité au feu dans
nos métiers, mais finalement c'est plutôt le parcours ouvert en fait. Comment là encore faire en sorte qu'un parcours soit finalement le plus libre possible pour garantir là encore du service aux usagers, de la ponctualité, etc. Véhicule to véhicule, véhicule to infrastructure, véhicule to everything, on en a parlé tout à l'heure, extrêmement important finalement demain, comment offrir la possibilité aux voitures qui suivent un bus d'être informées que tiens, un passant est en train de traverser au-devant du bus et qui va surgir à un moment donné pour éviter en effet un accident. Je parle d'un piéton, ça pourrait être un vélo de la même manière. Donc effectivement, c'est intéressant, c'est étape 1 déjà. Dans un monde pas si lointain, à chaque expérimentation, on devait passer par une étape hardware parce qu'il y avait une nécessité d'équiper le bus. Et puis ensuite, de se poser la question d'un point de vue software, ce qu'on pouvait mettre en œuvre. Ce que tu dis, c'est que finalement, avec cette technologie, on passe finalement à une étape hardware qui est assez unique. Peut-être une question de capteur à un moment donné, mais bon, en tout cas, c'est beaucoup plus simple. Et puis ensuite, derrière, on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait des data, comment on les interprète. Et puis surtout, ce que j'entends dans ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe très vite de la data à l'usage, à l'apprentissage. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que finalement, c'est le résultat qu'on a tous envie d'avoir. Dans des solutions très maillées, finalement, on le voit bien. C'est forcément, on parlait de l'éclairage qui vient s'animer au gré, en effet, de l'analyse de son environnement. Mais de la même manière, évidemment, pour demain, nous, qui est des passages piétons, qui est des couloirs de bus qui s'éclairent quand les piétons sortent de ces bus pour faciliter leur déplacement nocturne dans la ville. Enfin, on sent bien que tout est interconnecté et finalement, c'était beaucoup d'usages et beaucoup de... Là, c'est l'imagination maintenant. Beaucoup de perspectives. C'est ça, la technique n'est plus une barrière maintenant, c'est la question de la réflexion de l'usage by design. Terminons par Renaud. Renaud, donc vous êtes, ou tu es directeur technique de chez Actia toujours. Toujours, ça n'a pas changé. Mais j'aime bien rappeler pour les personnes qui nous regardent, si nous suivent, viennent d'arriver, comme ça on remet le contexte. Finalement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans ce monde spécifique qui est, je le rappelle, les poids lourds ou l'agriculture ou l'univers des chantiers, quel est l'intérêt de passer en 5G et finalement, en quoi ça pourrait transformer finalement demain ces constructeurs de véhicules dans leur modèle économique, dans leurs usages? Comment tu vois les choses, toi? Oui, donc avant de parler de la 5G, en fait, il y a quand même des grosses tendances qu'on voit. Je veux dire, nous, en tant qu'équipementier sur les verticales dont on parle, là, en particulier, c'est que, comme je disais avant, en fait, la connectivité, elle existe depuis de nombreuses années. Et donc, les véhicules sont déjà installés. La grosse différence et le grand tournant, c'est qu'avant, c'était des équipements optionnels. Et maintenant, il n'y a pratiquement aucun constructeur qui vend un véhicule sans le rendre communicant. Et ça, c'est un enabler très important après pour les services et les cas d'usage. Et c'est un vrai tournant parce que ça a énormément changé, donc pas aujourd'hui avec la 5G, bien entendu, là on est plutôt sur de la 4G actuellement. Donc également, ça répond aussi à un positionnement, un changement de business model des acteurs, enfin des fabricants de véhicules, qui bien entendu vont continuer à fabriquer des véhicules, c'est quand même leur core business et ça ils vont pas l'abandonner, c'est quand même là qu'ils ont leur revenu, mais ils veulent absolument aussi aller sur le service, puisque ça va devenir pour eux également une composante essentielle de leur business model. Et aujourd'hui, donc les grosses tendances sont souvent quand même liées à la productivité dans notre cas, parce qu'en fait on n'est pas sur des véhicules, légers, et donc la productivité, c'est avant tout, c'est gérer des flottes de véhicules, optimiser les trajets, optimiser les chargements, donc bien entendu pour améliorer le business économique également, la consommation. Dans le farming, on appelle ça le precision farming, c'est l'agriculture de précision, s'assurer que quand on va traiter les sols, on traite à la bonne quantité au bon endroit. Quand on a plusieurs véhicules, plusieurs engins qui sont dans le même champ, ils vont pouvoir collaborer entre eux. Quand on fait une moissonneuse-batteuse, elle va passer au centimètre au bon endroit pour ne pas repasser et pour donc moissonner comme il faut. Après, il y a tous les enjeux également, aujourd'hui, tous les services qui sont au niveau de l'optimisation de la consommation de carburant, qui est quand même un point, le centre de coût le plus important. Les enjeux effectivement de productivité, vu le prix du carburant. Exactement, c'est extrêmement lié. Donc, par exemple, sur un camion, on va avoir le profil de la route et on va optimiser avec les boîtes de vitesse automatique. Quand on a une descente, quelle allure on prend pour pouvoir le mieux possible aborder la montée, pour pouvoir
améliorer donc, la consommation. Également, tout ce qui est autour de l'éco-conduite, ça veut dire vérifier quel est le comportement du chauffeur, essayer de lui faire prendre conscience qu'en modifiant un petit peu ses façons de conduire, il peut avoir des impacts importants. Je pense que Keolis, c'est un point important pour eux également. Il y a également un enjeu extrêmement important, c'est d'éviter d'immobiliser des véhicules. C'est quand même des assets extrêmement importants. C'est pas comme une voiture de monsieur tout le monde, c'est arrêté. Bon. Là, c'est des assets qui sont quand même chers et il faut absolument s'assurer qu'on puisse les maintenir en conditions opérationnelles. Et ça, la communication et surtout aller vers le haut débit est extrêmement important. Les mises à jour logicielles en particulier, les véhicules ont des architectures électroniques et électriques de plus en plus complexes. On parle de software defined véhicules, donc des véhicules qui sont la fonctionnalité du véhicule est définie par logiciel et ça, c'est des grosses quantités de données. Et il faut être en capacité de pouvoir faire des mises à jour souvent des fois correctrices pour résoudre des problèmes et également pouvoir faire du diagnostic à distance, du diagnostic correctif, du diagnostic préventif et même du diagnostic prédictif. Donc ça, c'est des gros enjeux. Un dernier enjeu pour illustrer, c'est également en particulier sur les machines de chantier et sur l'agricole, c'est qu'en général, il y a beaucoup de véhicules qui sont en location. En fait, c'est quand même des véhicules qui sont chers. Et donc économiquement, il faut essayer de les utiliser au maximum. Mais quand on loue, ou autrement, quand dans la partie agricole, les propriétaires, ce sont des coopératives, en fait, le véhicule est partagé entre eux. Donc il faut aussi mener les services qui permettent de gérer tout cet écosystème. Ouais, c'est extrêmement intéressant et on le voit même dans le grand public. Aujourd'hui, il y a des constructeurs qui, aussi dans les modèles économiques nouveaux, vont faire en série des véhicules et finalement en fonction de l'offre, en fonction du service qu'on va activer. Je pense, alors je ne sais plus quel constructeur, sur les sièges chauffants où finalement ils sont intégrés déjà, exactement, mais il faut payer le service pour tout d'un coup déclencher. Donc ça fait partie des choses effectivement que vous voyez peut-être. Tout à fait. Et donc là, ce n'est pas pour le véhicule léger, mais on a retrouvé exactement le même modèle économique où souvent le hardware est déjà prêt. Donc il suffit après d'activer ou de télécharger la bonne fonction pour pouvoir la mettre en œuvre. Bon, je ne sais pas si tu veux je pars sur parler un peu de la 5G. Allez, il nous reste 2 minutes. Donc la 5G, parce que là, je vais parler des usages en général qui sont disponibles déjà avec la 4G. Déjà, dans l'automobile, la 4G, la 5G, on n'aura pas de véhicule équipé, je veux dire, avant le début 2025. Avec la vraie promesse de la 5G. La vraie promesse de la 5G, c'est la release 16. La release 16 qui va amener, aujourd'hui, la plupart des smartphones sont en release 15, donc c'est la 5G non-standalone, on l'appelle, qui se base sur le cœur de réseau 4G et qui n'amène pas la grosse promesse de la 5G pour l'automobile en tout cas, dont on a parlé juste avant, c'est la communication de haute fiabilité à faible latence, c'est le slicing et c'est également quand on va passer sur le cœur de réseau en standalone, c'est également la pérennité des devices des objets qu'on va dissimuler parce qu'on dit que maintenant tous les véhicules sont embarqués. La durée de vie d'un véhicule, surtout un véhicule industriel, c'est extrêmement long. Et donc, bien entendu, si on commence à mettre des devices si le réseau 4G s'éteint et on est passé simplement sur du 5G, ça pose un réel problème de rétrofit de l'ensemble des véhicules. Donc, tous les constructeurs, bien qu'il y en a quelques-uns qui sont en 5G, parce que la 5G, il faut l'avoir dans certains cas, surtout sur des véhicules haut de gamme, je veux dire, sur les véhicules légers. Mais vraiment, sur l'industrie, tout le monde va quand même se synchroniser avec la release 16 qui, en général, entre le moment où les organismes de standardisation définissent le standard et le moment où c'est implémenté, il y a pratiquement 4 ou 5 ans. C'est assez long parce qu'il faut faire les chipsets en premier, et après il faut l'intégrer dans un produit, et après il faut l'intégrer dans le véhicule, et il faut pouvoir... Donc, c'est pas encore tout à fait aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a vu, c'est que les expérimentations sont là, et donc l'idée, c'est d'avancer, effectivement, avec comme volonté d'être prêt au moment où la technologie sera là. C'est extrêmement important, et c'est quand même dans bientôt, puisque quand même fin 2024, début 2025, ça arrive très, très rapidement. Et et donc là, sur la 5G, d'abord, la première préoccupation des constructeurs, c'est la longévité du produit, et donc de la compatibilité avec le cœur de réseau. Donc ça, c'est extrêmement, j'en ai déjà parlé. C'est également quand même l'image de 5G, parce que quand on voit un véhicule, il faut quand même faire preuve de modernité. C'est bon, ça paraît... et après, bien entendu, un des gros usages, c'est ce dont on parlait juste avant, c'est la communication donc, fiable et à faible latence, qui permet d'amener de nouveaux usages très importants, au complément de ce que j'ai donné avant. Donc après, il y a tous les use cases qu'on connaît bien, en particulier la collaboration entre véhicules.
un use case que tout le monde connaît qui s'appelle le platooning. Hein, on en parle depuis très longtemps. Mais alors, peux-tu rappeler le platooning, ce que c'est pour qu'on sache? Évidemment, tu as 30 secondes pour le faire. Platooning, c'est qu'on va sur autoroute, surtout sur l'interurbain, c'est qu'on va mettre tous les camions les uns derrière les autres, un train de camions, donc il va être très rapproché, donc avec un gain au niveau, parce qu'une fois que le camion est lancé, une grosse partie, c'est le problème de l'aérodynamisme, et donc de pouvoir faire bénéficier, d'avoir un gain de carburant non négligeable vis-à-vis des autres camions qui sont donc dans le train, et également pour le chauffeur, puisque quand même c'est des gens qui c'est très réglementé en termes de temps de conduite, de pouvoir aussi avoir un repos pendant ce moment. Donc ça c'est un use case très pratique, où on est obligé, bien entendu, là on a des camions qui vont rouler sur l'autoroute avec pas mal d'usagers, qui vont être peut-être à 50 cm à mètre, où on comprend bien que la communication entre les véhicules, là, il faut que ça fonctionne correctement. Hein, on repasse là on parle de la milliseconde, mais là c'est critique. Hein. Donc voilà, donc ce type d'usage qui est un usage extrêmement important. Le haut débit quand même également, donc j'en ai d'autres usages, mais bon c'est vraiment un enabler important. Le haut débit est important également pour deux use cases pour nous en tout cas, c'est d'abord l'évolution, la transformation des architectures des véhicules, donc je disais des données, des grosses données, donc des gros, quand on met à jour l'ensemble de l'architecture et l'ensemble des logiciels. Et également sur le transport public pour nous aussi de pouvoir donner de la connectivité, un bon niveau de débit pour l'ensemble des usagers, parce que c'est quelque chose que les usagers valorisent extrêmement. Après, on voit aussi tout ce qui sera sur les réseaux non terrestres. Hein, ça, c'est la release 18 qui est importante pour nous en tout cas. Ça veut dire ça, c'est avec donc on a 5G à travers le satellite, hein, puisque la 5G aussi, ça va couvrir cette partie. Et ça, c'est important dans des zones, en particulier quand on fait la construction de l'agriculture, où on n'a pas toujours la couverture globale du réseau. Quand même. La couverture du réseau reste d'abord quand même dans l'ensemble du monde. Hein. Nous, on est une société française, mais nos clients, ils travaillent, ils vendent des véhicules dans le monde entier. Hein. Donc, ce qui est en France, c'est pas exactement tout ce qu'il y a dans le monde. Et de pouvoir couvrir aussi des zones où il n'y a pas de couverture réseau. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, que d'évolution pour que d'aventure. On refera cette émission l'année prochaine. Bon, merci à tous d'avoir été là aujourd'hui pour parler de vos expérimentations, de vos savoirs, de votre connaissance, de ce que vous faites chaque jour. Alors, pour la 5G, effectivement, et surtout pour vos usagers, pour développer votre business. Donc, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là, d'être avec nous et de partager ce que vous faites avec nos spectateurs. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle émission 5G Lab. Évidemment, 5glab.orange.com. On vous retrouve ici. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis, toutes les personnes qui ont mis des questions, on va vous répondre très vite par des mails pour que vous soyez tous au courant et que vous ayez évidemment vos réponses à vos questions. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite. Bonne journée. Merci.